Le téléphone sonne. Le visage du médecin est grave et soudain, le monde s'écroule. Au milieu de votre propre peine, une question vous paralyse. Comment vais-je l'annoncer à mon enfant? Comment trouver les mots justes pour parler de la mort ou de la maladie sans briser son innocence, sans créer un traumatisme? C'est l'une des plus grandes peurs de tous les parents. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous donner de vagues conseils. Je vais vous donner les phrases exactes, mot pour mot, que vous pourrez utiliser. Un véritable script pour vous guider. Mais attention, la plupart des parents, en pensant protéger leur enfant, commettent une erreur terrible qui peut créer des angoisses profondes pendant des années. Restez bien jusqu'au bout pour découvrir laquelle et comment l'éviter. Avant de plonger dans les phrases concrètes, il est crucial de comprendre une chose. Le cerveau d'un enfant ne fonctionne pas comme le nôtre. Pour nous, la mort est définitive. Pour un enfant, surtout avant 6 ou 7 ans, tout est un peu magique. Il peut penser que la personne va revenir, comme dans un dessin animé. C'est pour cela que les euphémismes comme « il est parti pour un long voyage » ou « il s'est endormi pour toujours » sont si dangereux. L'enfant attendra le retour du voyageur ou développera une peur panique de s'endormir. Votre rôle n'est pas de lui cacher la dureté de la réalité, mais de la lui rendre compréhensible et de lui montrer qu'il est en sécurité malgré tout. Je sais que c'est difficile. Personne ne nous apprend à faire ça. Mais en étant clair, simple et honnête, vous êtes déjà sur la bonne voie. Le premier bloc, c'est de choisir le bon moment et le bon endroit. N'annoncez jamais une nouvelle aussi importante à la va-vite, entre deux portes, ou pire, juste avant de dormir. Le soir, l'anxiété monte et l'enfant sera seul avec ses pensées dans le noir. Choisissez un moment calme en journée, le week-end par exemple, où vous savez que vous ne serez pas dérangé. Installez-vous dans un lieu où votre enfant se sent en sécurité. Le salon, sa chambre. Asseyez-vous à sa hauteur, prenez-le dans vos bras s'il en a besoin. Votre propre état émotionnel est crucial. Si vous êtes submergé par le chagrin, demandez à votre conjoint ou à un proche de confiance d'être là. Votre enfant a besoin de sentir que son pilier, même s'il est triste, reste solide. Ne commencez pas la conversation tant que vous n'avez pas créé cette bulle de calme et de sécurité autour de vous deux. C'est le fondement de tout. Le deuxième bloc, et c'est la règle d'or. La vérité simple et directe. Notre premier réflexe est de vouloir enrober la vérité pour protéger. C'est une erreur. L'esprit d'un enfant est concret. Il a besoin de clarté, pas de poésie. Les mots mort et maladie peuvent nous sembler brutaux, mais ce sont les seuls qu'il peut vraiment intégrer. Éviter ces mots crée une confusion immense. Il sent bien que quelque chose est grave, mais si vous ne le nommez pas, son imagination va combler les vides, et souvent de manière bien plus terrifiante. N'ayez pas peur des mots. Votre calme en les prononçant est ce qui le rassurera. Par exemple, au lieu de tourner autour du pot, dites simplement « Mon cœur, j'ai quelque chose de très triste à te dire. Tu sais que mamie était très malade, son corps était devenu trop fatigué pour continuer à vivre et il s'est arrêté de fonctionner. Mamie est morte. » C'est direct, c'est simple et c'est vrai. C'est le plus grand acte de confiance que vous puissiez lui offrir. Troisième étape essentielle, expliquez concrètement ce que mort signifie. Pour un enfant, ce mot peut être très abstrait. Il faut donc lui donner des repères physiques, sensoriels. C'est ce qui l'empêchera de basculer dans des pensées magiques, angoissantes. Il ne s'agit pas d'être morbide, mais factuel et rassurant. Expliquez-lui avec des mots très simples ce que le corps ne fait plus. Vous pouvez lui dire « Quand quelqu'un est mort, cela veut dire que son corps ne marche plus du tout. Son cœur ne bat plus, il ne respire plus. Il ne peut plus ni parler, ni bouger, ni manger, et c'est très important que tu saches qu'il ne ressent plus rien. Il n'a ni froid, ni faim, ni mal. » Cette dernière phrase est capitale. Beaucoup d'enfants s'inquiètent de savoir si la personne décédée souffre. Le fait de préciser que toute sensation a disparu est un immense soulagement pour eux. C'est une vérité biologique simple qui ancre la réalité. Le quatrième point est fondamental. Validez absolument toutes ces émotions. La réaction de votre enfant peut vous surprendre, voire vous déstabiliser. Il peut fondre en larmes, se mettre en colère et crier, ou au contraire ne montrer aucune réaction et demander à retourner jouer. Tout est normal, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de réagir. Votre rôle est d'être un contenant sécurisant pour ce qu'il ressent. S'il pleure, prenez-le dans vos bras. S'il est en colère, dites-lui que vous comprenez. S'il ne dit rien, laissez-lui de l'espace. La phrase magique ici est « Tout ce que tu ressens est normal, tu as le droit d'être triste, d'être en colère, ou même de ne rien ressentir du tout. C'est correct, je suis là avec toi, quoi qu'il arrive. » Ne dites jamais « Ne pleure pas » ou « Sois fort ». Laissez-le vivre son émotion brute. C'est le début du processus de deuil. En validant ses sentiments, vous lui apprenez qu'il est en sécurité pour tout ressentir avec vous. Nous arrivons maintenant au cinquième bloc, celui de l'erreur fatale que j'évoquais en introduction. L'erreur que presque tous les parents font en pensant bien faire, utiliser des euphémismes. Des phrases comme « Papy est parti au ciel, il s'est endormi pour toujours » ou « On l'a perdu ». Pour notre esprit d'adulte, ce sont des métaphores douces.
Pour l'esprit littéral d'un enfant, c'est une source d'angoisse terrible. Il s'est endormi, peut créer une peur panique d'aller se coucher. Il est parti en voyage, crée l'attente insoutenable d'un retour qui n'arrivera jamais. On l'a perdu, peut lui faire croire que c'est de sa faute, comme on perd un jouet et qu'il faut le retrouver. Soyez donc très clair. Si votre famille est croyante, vous pouvez parler du ciel ou du paradis, mais seulement après avoir clairement établi la réalité physique de la mort. Dites, son corps a arrêté de fonctionner, il est mort. Et nous croyons que son esprit, son amour, est maintenant dans un endroit paisible. La réalité d'abord, la spiritualité ensuite. Sixième point crucial, rassurer l'enfant sur sa propre sécurité et la vôtre. Le monde de l'enfant est égocentrique. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est un stade normal de son développement. Face à la mort ou la maladie, sa première pensée sera « Est-ce que ça peut m'arriver à moi? Est-ce que ça va t'arriver à toi, papa, maman ?» Si vous n'abordez pas cette question, elle tournera en boucle dans sa tête et créera une anxiété d'abandon. Il faut donc être proactif. Après l'annonce, dites-lui directement « Je sais que tout ça peut faire très peur, je veux que tu saches que moi, je vais très bien. Et toi aussi, tu es en pleine forme. » La maladie de grand-mère était une maladie très spéciale et très rare chez les personnes âgées. Les médecins s'occupent de bien de nous et nous comptons bien rester avec toi pour te voir grandir pendant très, très, très longtemps. Répétez cette réassurance autant de fois que nécessaire. Votre enfant a besoin d'entendre que ses fondations sont solides. Le septième bloc concerne le cas spécifique de l'annonce d'une maladie grave, la vôtre ou celle d'un proche. L'honnêteté reste la clé, mais elle doit être adaptée. L'enfant n'a pas besoin de connaître les détails médicaux complexes. Il a besoin de comprendre ce qui va changer dans son quotidien. Utilisez des mots simples pour décrire la situation. Par exemple, maman a une maladie dans son ventre. Les docteurs lui donnent des médicaments très forts pour l'aider à se battre contre les méchantes cellules. Parfois, ces médicaments vont me rendre très fatigué et je ne pourrai pas toujours jouer avec toi. Je vais peut-être aussi perdre mes cheveux, mais même quand je serai fatiguée ou différente, je serai toujours ta maman et je t'aimerai toujours aussi fort. L'important est de nommer les changements visibles à venir. Cela lui permet d'anticiper et de ne pas être effrayé par les transformations physiques ou les baisses d'énergie. La prévisibilité, c'est la sécurité. Le huitième conseil peut sembler contre-intuitif dans le chaos, mais il est vital. Maintenez les routines. L'école, les repas à heure fixe, l'histoire du soir, le bain. Ces rituels sont les murs porteurs de l'univers de votre enfant. Quand un événement aussi déstabilisant survient, le monde extérieur semble devenir fou. Maintenir la structure du quotidien, c'est lui envoyer un message puissant. Oui, quelque chose de grave et de triste est arrivé. Mais la vie continue et ton cadre, lui, reste stable et sécurisant. Bien sûr, il y aura des jours où ce sera difficile, mais s'efforcer de garder les mêmes horaires et les mêmes habitudes est une ancre incroyablement puissante pour l'enfant. Cela lui permet de ne pas être complètement submergé par l'événement, car une partie de sa vie reste prévisible et normale. C'est dans cette normalité qu'il trouvera la force de traverser l'épreuve. N'arrêtez pas de vivre, même dans la peine. Neuvième bloc, inclure l'enfant dans les rituels d'adieu. Beaucoup de parents hésitent à emmener leur enfant à un enterrement, de peur de le choquer. Pourtant, les rituels sont faits pour aider les vivants. Écarter un enfant, c'est lui signifier que sa peine n'est pas légitime. La clé est la préparation et le choix. Expliquez-lui précisément ce qui va se passer. Nous allons nous réunir avec la famille ou les amis pour dire au revoir à tonton. Il y aura un cercueil, c'est une boîte dans laquelle on a mis son corps, des gens seront tristes, ils vont peut-être pleurer, c'est normal, on va écouter de la musique et parler de lui. Ensuite, donnez-lui le choix de participer et proposez-lui un rôle actif. Il peut faire un dessin à déposer sur le cercueil, choisir une fleur ou écrire une lettre. S'il ne veut pas venir, respectez sa décision, mais trouvez un autre rituel à faire ensemble, comme allumer une bougie à la maison ou planter un arbre en souvenir. Et enfin, le dixième et dernier bloc, comprenez que cette conversation n'est jamais vraiment terminée. Ce n'est pas un pansement que l'on met une bonne fois pour toutes. C'est le début d'un dialogue qui pourra durer des semaines, des mois, voire des années. Les questions de votre enfant évolueront avec son âge et sa maturité. Il pourra vous redemander les mêmes choses encore et encore. C'est sa manière de digérer l'information. La chose la plus importante que vous puissiez faire est de laisser la porte ouverte. Terminez votre première conversation en lui disant « Je sais que c'est beaucoup de choses d'un coup. C'est normal d'avoir plein de questions. Je veux que tu saches que tu peux venir me voir n'importe quand pour en parler. Il n'y a aucune question bête. Même si tu te réveilles en pleine nuit avec une question, tu viens me voir. D'accord? On est ensemble là-dedans. » Cette invitation permanente est le plus beau gage de sécurité que vous puissiez lui offrir. Pour résumer, les clés sont la simplicité, l'honnêteté et la sécurité. Utilisez des mots vrais et concrets. Validez toutes les émotions de votre enfant. Rassurez-le sur le fait qu'il est aimé et en sécurité. Et surtout, n'utilisez jamais d'euphémisme qui craint de la confusion. Je sais que c'est l'une des conversations les plus terrifiantes à avoir en tant que parent.
Il n'y a pas de manière parfaite de le faire. Mais rien qu'en regardant cette vidéo, vous montrez que vous vous souciez de le faire au mieux. En étant présent, sincère et aimant, vous êtes déjà exactement le parent dont votre enfant a besoin dans cette épreuve. Vous allez y arriver. Si cette vidéo vous a aidé, merci de mettre un pouce bleu et de vous abonner pour ne pas manquer nos prochains guides. Et j'aimerais beaucoup lire vos expériences en commentaire. Quelle est la question la plus déstabilisante que votre enfant vous ait posée? Partageons nos vécus pour nous sentir moins seuls.